Bonjour à tous, on va finir notre série sur le DevOps, le cloud et la containerisation par une dernière vidéo concernant l'écosystème autour du DevOps. Et pour ce faire, on revient une dernière fois sur ce chemin qu'on a parcouru ensemble. On va essayer de regarder un peu en arrière. On a parlé de cloud, on a parlé du DevOps, hein, des principes même du DevOps. On a illustré le cloud par la containerisation, l'orchestration de containers, la composition. On a évidemment parlé de la CI/CD. On ne peut pas parler de DevOps sans forcément rentrer sur le sujet de la CI/CD et tout ce qu'il y a autour, la gestion de version, les différents types de flows, les flows d'intégration continue, les flows de gestion de version. On a parlé forcément de tests et puis on a vu tout ce qui était as a code, quelque chose as a code. Ça va vraiment revenir au cœur du premier point qu'on va regarder ensemble. Ce qu'on s'apprête à faire là maintenant, c'est vraiment parler de culture, de l'écosystème DevOps, tout ce qui est en quelque chose Ops. Et on va en regarder, pas tous, hein, il y en a énormément, on va regarder ceux qui sont vraiment majeurs. Et on finira par essayer de montrer un petit peu le chemin à parcourir après cette présentation, ce premier niveau de présentation, pour pouvoir euh, vraiment intégrer tous ces concepts et les mettre en œuvre. Alors, le premier qu'on va regarder dans les quelque chose Ops, c'est le GitOps. Mais quelque part, on l'a vu un peu hein, depuis le début, on l'a aperçu sur tout ce que j'ai pu évoquer. L'objectif, hein, les 12 factors nous le disent, tout doit être code et tout doit être versionné dans un Git. Donc Git devient un élément incontournable dans le processus DevOps, devient le centre du DevOps. On y retrouve depuis l'infrastructure, la configuration, la documentation, le code de l'application. Tout doit être code et en gros, ce qui était une gestion de version devient à la fois une gestion de configuration, un référentiel de sources documentaires, et donc on peut considérer que ça devient ce qu'on peut nommer un référentiel opérationnel complet. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une approche déclarative. Tout l'état de l'application est déclaré au sein du référentiel Git, depuis son code jusqu'à sa façon d'être opéré. On voit même l'observabilité va être intégrée dans ce référentiel et pilotée au travers de ce référentiel via la chaîne d'intégration continue. Tout va être versionné. Chaque version de l'application a l'ensemble de tous ces artefacts, y compris documentaires comme techniques et opérationnels, qui sont versionnés dans le référentiel Git. Et ce qui est caché derrière, c'est l'enjeu d'automatisation, hein, c'est-à-dire d'automatiser la totalité de ce qui est nécessaire pour le cycle de vie de l'application. Encore une fois, aussi bien technique qu'opérationnel, comme documentaire, comme aussi quelque part les processus et les éléments de contrôle de la qualité et de la qualité de service. Donc le GitOps, finalement, bah, c'est la quintessence de ce que nous disent les 12 factors sur la partie code base. Le ChatOps, ça c'est quelque chose qui me tient moi personnellement très à cœur, auquel je crois énormément. J'ai commencé mon métier, j'ai même commencé en tant qu'étudiant avec à l'époque où il y avait encore IRC, hein. Maintenant IRC a une mauvaise réputation parce qu'on s'en est servi pour faire des botnets, on s'en est servi pour des groupes de hackers qui ont largement utilisé des réseaux. Mais à l'époque où il n'y avait pas des Stack Overflow, à l'époque où l'IA n'était pas là, un canal IRC sur Freenode, ça permettait rapidement d'avoir une information, de discuter avec des sachants. Les projets open source majeurs étaient présents sur des réseaux IRC. Il y en avait un certain nombre. Euh, j'ai moi-même participé à des réseaux IRC. Mais au final, quand on regarde ce qui est produit actuellement, un Discord, un Teams, un Slack, un Mattermost, c'est un réseau IRC. On y retrouve les mêmes principes de commande, on y retrouve des bots, on y retrouve des intégrations web et ainsi de suite. À l'époque, on faisait déjà ce genre de choses. Maintenant, effectivement, on va avoir des Mattermost, des requêtes au niveau open source. Il y a d'autres outils, hein. Le but du ChatOps, qu'est-ce que c'est? C'est de matérialiser dans un seul canal le flux de communication de l'équipe et le flux opérationnel de ce qu'on fait sur l'application. Depuis ce qui revient d'une chaîne d'intégration continue, on a les notifications des commits, des merges, des builds, de l'exécution des pipelines. On a les outils opérationnels, la supervision. Au lieu de renvoyer des mails, renvoyer ce genre de choses, potentiellement va renvoyer dans la partie process escalation sur un canal sur un outil de ChatOps. Et puis
On a tout l'infrasystème, on peut avoir aussi des éléments de l'infra qui peuvent être interopéragir avec le ChatOps, à la fois en notification comme en action. On va le voir avec les sages commandes. Et puis, la knowledge base, la documentation. On peut créer des bots qui permettent d'interroger nos bases. On peut même le faire avec du chatbot un peu raffiné avec de l'intelligence artificielle, en passant via des RAG sur un LLM pour exploiter son référentiel documentaire. On peut faire des choses extrêmement raffinées sur ce genre de choses. Le but, c'est que vraiment, si en un seul point, vous ayez tout- toute l'activité qu'il y a sur un projet ou sur une application, ou sur une entité, hein, quasiment. Et ça rassemble, c'est aussi un élément de rassemblement entre les devs et les ops, puisqu'on y retrouve la totalité des actions depuis le build jusqu'au run, et ça offre une visibilité collective. C'est une matérialisation du DevOps, le ChatOps. Alors, je peux évidemment pas parler non plus de ne pas parler pardon de DevSecOps ou de SecOps, mais là pour le coup on va regarder le DevSecOps, hein, l'intégrer dans le processus DevOps. Ce processus DevOps, il a les étapes qu'on connaît bien, hein, plan, dev, build, donc la planification, le développement, la construction, le test, le releasing, hein, le delivery, le déploiement sur les environnements, la mise en opérationnel, la mise en place opérationnelle, donc la mise en production et le contrôle de la production et le monitoring de ce qui se passe en production. Tout ça, effectivement, la sécurité doit être au cœur de ce processus. Donc si on reprend étape par étape, au niveau de la planification, il y a une grosse partie sur la modélisation des menaces, c'est-à-dire du proactif, hein, analyser le type de menace, regarder, construire un plan de management du risque et identifier l'ensemble de toutes les actions rémédiation. Donc c'est ce qu'on fait à froid, c'est ce qu'on fait a posteriori et c'est la phase dans laquelle on identifie ce qu'il faut intégrer dans, dans la construction de l'application pour bien prendre en compte tous les enjeux de la sécurité. Maintenant, on va être plus concret. Dans la phase de dev, c'est là où on va avoir le plus de choses qui sont interconnectées dans une chaîne d'interaction continue, de la surveillance des commits, mais aussi donc toutes les étapes qu'on pourra voir après dans les différents outils, mais aussi l'utilisation même de la chaîne d'intégration continue. Ne pas mettre des secrets dans le code, dans Git, ne pas oublier qu'un Git ça a une mémoire et que même si vous les effacez, on pourra revenir en arrière. Enfin, de toute façon, on ne met pas de credential, on ne met pas d'informations de staging à l'intérieur du code. Il faut mettre en place de la gestion des secrets, stocker les secrets soit dans les secrets de la chaîne d'intégration continue elle-même, soit dans des vaults à part. En fonction de la criticité, mieux vaut aller les mettre dans des vaults. Puis après, on va dans la phase de build. Là, il va falloir surveiller l'exécution des pipelines. Et encore une fois, c'est aussi quelque part dans la définition des profils sur la chaîne d'intégration continue, dans les outils comme GitLab ou GitHub, de bien mettre les bons profils qui limitent au plus le risque de faire des opérations qui ne sont pas de son ressort. Et puis, bah, il y a toute la partie contrôle des dépendances. On le verra, hein, ce qu'on avait vu quand on avait fait la vidéo sur la compliance, les outils de compliance qui sont aussi des outils qui permettent de matérialiser les software bill of material et donc de pouvoir participer au contrôle des dépendances. On a le contrôle des tests. Euh, je rappelle hein, l'attaque qu'il y a eu sur SSH par procuration par rapport à une librairie de compression. Elle a été faite avec beaucoup de patience et beaucoup de moyens en injectant la partie test. Vu que le code de l'application était très surveillé et que la partie test l'était moins, bah, ils ont exploité le fait de mettre un shellcode injecté dans les éléments de test. Donc le contrôle de la partie test, c'est super, super important. Le contrôle des artefacts, là on parle de Nexus, on parle des repositories et des remoting et des proxys qu'on peut utiliser vers les gestionnaires d'artefacts. Il faut effectivement mettre en place des outils de coupure, des repositories internes, mais aussi des proxys qui sont désactivables en cas de compromission de la source distante, ne pas se laisser compromettre soi-même. Et puis évidemment de bien respecter tout ce qui va être signature des dépôts. Je l'avais présenté quand on avait regardé la mise en place d'Ansible au travers d'Ansible CE. Un package, une repository, elle vient avec une signature. La sécurité d'accès
au package ne se fait pas par le transport, elle se fait par le contrôle d'intégrité et la validation des signatures et le contrôle des checksums de ce qui est récupéré. Le test en pré-production, le tracking du changement, bon là il y a pas mal d'éléments qu'on peut faire, mais bon c'est peut-être la phase où il y a un peu moins d'activité. En opérationnel par contre, bon là l'analyse, rien que l'analyse de performance, il y a énormément de choses, et je pourrais en mettre beaucoup plus, mais rien que l'analyse de performance, faire de la détection comportementale, détecter une augmentation massive de trafic, une augmentation massive d'activité, donc des DOS, des nids de services distribués, euh, de regarder ce qui se passe de façon concrète, mais on va regarder ça aussi plutôt côté monitor, donc l'audit d'activité, la détection de menaces. On verra qu'il y a pas mal d'outils sur ce sujet. Justement, regardons l'écosystème d'outils qu'on va pouvoir voir, mais c'est pas que sur le DevSecOps, hein, c'est sur le paysage SecOps dans son intégralité. J'ai essayé de les classer depuis les outils qui sont plus dans les démarches à froid jusque ce qu'on va retrouver en run et dans la partie operate et monitor. Les premiers outils qu'on peut mettre en place, on les a un petit peu aperçus quand on a parlé de compliance, c'est ce qu'on appelle les outils de software composition analysis. Donc tout ce qui est contrôle de dépendance, SBOM, compliance, vulnérabilité, donc le contrôle de vuln et ainsi de suite. On va en retrouver aussi un peu de ces outils sur la partie scan, c'est-à-dire ce qui va être branché sur les gestionnaires d'artefacts, sur les repositories, pour détecter des éventuels CVE, des Common Vulnerability Exposure sur les logiciels. Donc là, on verra qu'il y a pas mal de choses dans l'open source. Ensuite, on a les outils de Static Application Security Testing. Là, pour le coup, en open source, on va avoir plus des solutions qui sont spécifiques à la technologie qu'on utilise et contextualisées. Il va y avoir peu de solutions généralistes. On le verra pareil hein, pour la partie AST, DAST. Donc passons au DAST. Là, le SAST, on regardait sur le code source, on regardait sur les choses avant la compilation, la construction et avant son exécution. En DAST, on va le faire sur ce qui s'exécute. On va le faire de façon dynamique. Et quand on a des outils qui sont la conjonction des deux, on va parler d'IAST, Interactive Application Security Testing. C'est la conjonction du SAST et du DAST. Le SIEM, là, il y a des choses qu'on peut faire en open source. En gros, on parle de surveillance de log, on parle de surveillance d'activité. Donc, il nous faut des outils de base de données, donc par exemple de l'open search et des éléments de capture de log. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup aussi en open source. Et le but du jeu, c'est d'avoir du datavis derrière avec potentiellement un Kibana pour pouvoir faire de l'analyse datavis sur ce genre de choses. Les deux derniers, XDR et SOAR, donc Extended Detection and Response, donc c'est la surveillance des entrées-sorties, hein, la surveillance des artefacts physiques de l'infrastructure et de ce qui s'exécute. Et le SOAR, c'est la phase analyse comportementale et l'autorémédiation. Et là, typiquement, c'est un des domaines sur lesquels en open source, on va avoir un peu moins de réponses. Il y a énormément d'acteurs propriétaires qui proposent des réponses. Et si vous cherchez un endroit où vous pouvez essayer de construire un principe core editor ou essayer de proposer de l'open source, bah là, il y a de quoi faire. Hein. Alors, on reprend un petit peu cette cartographie, puis on va la regarder par les outils cette fois-ci. Hein. Qu'est-ce qu'on va retrouver en open source? En SCA, on va avoir Snyk, OWASP. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le WASP, c'est un organisme qui est très actif au niveau de la sécurité, qui produit énormément d'outils. On en verra un au niveau des AST, hein, au WASP ZAP, hein, pour faire de la détection de vulnérabilité sur les applications. Dependency check aussi au niveau SCA. Au niveau scan, donc là j'ai plutôt pris des choses qui sont orientées container, forcément, hein, c'était un peu notre chemin. Donc Claire, Trivi, qui sont très très bien et très faciles à utiliser et à brancher sur vos chaînes d'intégration continue. Au niveau SAST, moi je vous l'ai dit, il y a de nombreuses reprises, je suis un rubiste, donc j'utilise Rubocop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va plutôt avoir des outils spécifiques à une technologie.
Donc Bandy, Bearer, et il y en a probablement d'autres. De toute façon, là, ce sera en fonction du langage que vous utilisez que vous allez peut-être chercher votre solution à vous. En fonction des technos que vous utilisez, que vous allez chercher votre solution à vous. Des outils généralistes, un peu comme un sonar par exemple, ça va être plus difficile d'en trouver en open source. N'hésitez pas, hein, si vous en connaissez, à réagir sur les commentaires. Le SIEM, comme je vous l'ai dit, hein, OpenSearch, Kibana. En IAST, bon, il y a Contrast Security, mais c'est pareil, c'est un domaine où peut-être il n'y a pas d'outils généralistes aussi. C'est voilà, hein, si vous cherchez comment apporter quelque chose à la communauté open source sur le principe de la sécurité, l'IAST, l'XDR, le SOAR, bah ouais, allez-y, hein, allez-y. Le DAST, OpenWasp Zap, c'est ce que j'en parlais tout à l'heure, et puis beaucoup moins de choses sur la partie XDR et SOAR. Donc voilà, j'ai fini sur le sujet de la sécurité. Forcément, une fois qu'on a mis toutes ces briques, je m'approche de la conclusion, hein. Là, on va regarder le niveau d'implémentation actuel le plus poussé du DevOps et on va forcément parler de platform engineering. Donc c'est la bonne façon de faire du DevOps et ça s'appuie sur des formes ultimes de plateforme as a service fédérées, de CAS fédérées. Euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros le platform engineering, c'est la matérialisation de l'ensemble de tous les processus et la mise en place d'un parcours et d'une user experience complète, d'une dev user experience et d'une ops user experience pour les projets, avec des outils comme Spacelift, Backstage, qui vont servir un peu de portail de fédération de l'ensemble du processus DevOps. Quand on a mis en place un petit peu tout le parasol là, depuis l'infrastructure as code, la fabrication de building blocks, de briques de construction, de blueprints, de modèles dans les chaînes d'intégration continue, de templating qui vont permettre de pouvoir refaire une nouvelle application très rapidement. Quand on a fait on fait en sorte que depuis ces portails, depuis le parcours utilisateur, on puisse rapidement mettre en place un nouveau repository, qu'il y ait des workflows pour générer l'ensemble de toutes les briques nécessaires pour aller vite pour déployer une application, que l'ensemble de l'interopérabilité avec le cloud, que les landing zones sur du cloud public, que le cloud privé, les templates qui vont avec pour pouvoir déployer le plus rapidement possible et automatiser le maximum d'actions sur la chaîne d'intégration continue sont en place, qu'on a mis en place GitOps, qu'on a une vraie gestion de configuration centralisée, qu'au centre de ce parasol, avec effectivement aussi des référentiels et des repositories internes, avec Nexus par exemple, qu'on a l'ensemble de l'observabilité qui est pilotée par la chaîne d'intégration continue, qu'on a mis en place les outils de sécurité, les outils de centralisation des logs. Si on a adressé aussi la partie knowledge base avec du wiki, avec du Xmedia, du XWiki pardon et du Wikimedia, si je coupe les mots, on va pas y arriver. Et puis qu'on a mis en place le ChatOps. Je vous l'ai dit, hein, le ChatOps, ça reste d'un point de vue culture du DevOps absolument indispensable. Et puis que le DevSecOps a été adressé, que la sécurité by design, que la sécurité des infrastructures, la sécurité des processus est mise en place, que la sécurité dans les processus est mise en place et dans le processus DevOps, et ben cette fois-ci, on peut considérer qu'on a mis en place du platform engineering. On est capable de lancer un nouveau projet avec 3 clics, on a tout la chaîne d'intégration continue, les référentiels, tout ce qui est nécessaire pour fabriquer une nouvelle application. On va coder et on est capable de faire du time to delivery, du time to market d'un produit web, par exemple, dans des délais qui sont de l'ordre de la semaine, voire plus courts. Et on est capable de le faire parce qu'il y a énormément de travail de pré-industrialisation, d'automatisation, d'infrastructure qui a été mis en place. Donc, le platform engineering, bah, c'est la cible à atteindre quand on veut matérialiser les choses sur le DevOps. Et je m'apprête à conclure. Et pour conclure, ce que je vous propose, c'est que moi, je suis un opérationnel dans mon activité un peu plus récente et j'ai été développeur, j'ai été chef de projet, j'ai été chef de projet dans de l'agile, j'ai été architecte logiciel et architecte technique. Et ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu le parcours pour un opérationnel, puisque c'est mon quotidien un peu plus actuellement, et de regarder comment d'opérationnel du legacy, on peut devenir un opérationnel cloud native et puis un opérationnel tout terrain. On part du rookie. Encore une fois, le considérez pas comme négatif, hein, c'est rookie du cloud native. L'opérationnel du legacy, ça reste une personne
d'expérience. Ça reste une personne indispensable de par son recul, de par son vécu dans ce qu'il a pu faire, pu mettre en place, de sa finesse. Et c'est souvent le cas d'ailleurs de sa profondeur de finesse en termes d'expertise système, en termes d'expertise sur l'évaluation du bon fonctionnement d'un système. Donc ces gens ont autant de valeur, voire certains plus que les jeunes fous, les jeunes fous du cloud et ainsi de suite, les petits génies du cloud. Dans une entreprise, il faut les deux. Par contre, là, je m'adresse à cette population de se dire, restez pas à côté de la transformation, de la révolution du cloud. Venez acquérir les compétences qui vont faire que votre expérience, vous allez la démultiplier, vous allez devenir une personne indispensable dans votre entreprise parce que vous aurez cet acquis de l'expérience plus l'intégration de l'état de l'art. Mais en gros, on voit que c'est des gens d'expérience, ils parlent bash super bien, ils savent manier un système Unix comme personne. Ils ont, en fonction de leur religion, ils maîtrisent le bash, le ZSH, le batch, le PowerShell. Souvent, ils ont quand même déjà commencé à mettre le pied sur l'infrastructure as code, sur l'automation avec Ansible. Il y en a certains qui vont un petit peu plus loin. Mais le but du jeu, ça va être effectivement de venir rajouter les domaines spécifiques language de l'opérationnel du cloud avec OpenTofu, Terraform pour tout ce qui est infrastructure as code, avec la CI/CD, c'est peut-être l'un des gros enjeux quand on a eu l'habitude de gérer un système et de s'assurer qu'on en tirait le maximum avec l'horizontalité. La virtualisation a amené l'horizontalité et du coup, le système devient plus jetable. Donc, il faut plus investir sur la chaîne d'intégration continue parce que c'est ce qui va permettre de redéployer et de redélivrer rapidement l'infrastructure. Euh, sur le sujet de la supervision, c'est enthousiasmant. On était plutôt sur un écosystème où il y avait plutôt des solutions spécifiques, il n'y avait pas de standard et ainsi de suite. Là, on voit investir du temps sur OpenMetrics, sur le formalisme OpenMetrics, sur l'écosystème Prometheus qui devient quelque chose qui se standardise. Pour le coup, ça va. On est en train de ne plus apprendre des dialectes spécifiques, propriétaires. On est en train d'apprendre une dialectique standardisée et c'est plutôt ultra pertinent d'investir de l'énergie là-dessus, surtout que c'est clairement beaucoup plus adapté aux enjeux du cloud. Continuer à travailler l'infrastructure as code et l'automation, Ansible, Terraform et ainsi de suite. Et puis, il va falloir effectivement, et j'espère que les vidéos que j'ai fait vous ont motivé à le faire, regarder la containerisation, continuer à regarder la containerisation, la composition, l'orchestration de containers, sans perdre vos acquis, sans perdre votre savoir en Bash et en ZSH. Sur ce sujet, justement, sur l'échelle, je voulais réagir aussi sur le fait que aller faire du ZSH ou des shells raffinés sur un système opérationnel, c'est, si vous aviez bien compris mes commandements de dire qu'on ne doit pas intervenir sur un système en prod, ben non, il faut pas le faire. C'est pour ça que commencer à faire de l'automation, commencer à ne pas utiliser les outils idempotents, mais faire du shell, encore plus avec des shells raffinés, c'est pas une bonne idée. Le bash ou le ZSH, c'est sur votre machine de dev. C'est pour vous faciliter la vie d'un point de vue poste de travail. Par contre, sur un système en production, un simple SH va suffire. Voire potentiellement, moi, je suis pas forcément un fan du shell et je vous expliquerai à la fin pourquoi. Voilà. On continue de devenir un cloud DevOps en venant rajouter et puis augmenter son niveau de vocabulaire, son niveau de maîtrise des langues des différents domaines spécifiques language, mais surtout rajouter la containerisation as a service, le CaaS avec Kubernetes. Donc voilà, là, on vient mûrir tout le vocabulaire, on vient augmenter sa maîtrise et on rajoute ce sujet qui va permettre de vraiment aller chercher les bénéfices complets de la containerisation. Et enfin, notre objectif, c'est de devenir un petit peu ce builder tout-terrain qui maîtrise parfaitement tous les domaines spécifiques language et qui est venu rajouter à tout ça des composants de dev pour devenir l'acteur clé, l'acteur on peut mettre dans n'importe quel système team safe, dans n'importe quelle structure opérationnelle, qui va savoir communiquer et qui va incarner la relation dev et ops. Et dans ces cas-là, il faut qu'il intègre des éléments de dev.
potentiellement voilà, JavaScript, des langages interprétés dynamiques. Et c'est en ça que je vous disais que moi je suis pas trop fan du shell. On peut très facilement, même dans un Dockerfile, intégrer le fait que on charge un Ruby, on charge un Python dans un container ou sur un système qui va nous permettre de supplanter l'utilisation de shell dans des besoins algorithmiques complexes. Le bash, il faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous allez exécuter une séquence de code bash, vous allez forquer vers du context switching, de l'allocation mémoire, de la déallocation mémoire à plein régime. Et plus le système va avoir à exécuter du shell régulièrement, plus ça va avoir un impact sur son fonctionnement. L'avantage d'un système, d'un langage interprété dynamique, c'est que vous n'avez qu'un seul processus d'exécution pour l'ensemble de tout la structure de code que vous voulez faire. Et que dès qu'en plus vous allez faire du code qui doit être maintenu, qui est relativement complexe, euh, ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui va être beaucoup plus facilement maintenable et avec des structures algorithmiques beaucoup plus raffinées pour faire le travail. Et donc une meilleure réutilisabilité. Vous devez aussi, souvent les gens qu'on a dans la case Ops, c'est des gens qui ont fait du système, peut-être du dev system, c'est des gens qui ont parlé C. Regardez le Go, c'est-à-dire aller chercher un langage qui va aller améliorer les choses d'un point de vue performance par rapport à Python et à Ruby. Regardez Rust parce que Rust avec les WebAssembly et regardez les WebAssembly parce que c'est le futur aussi, hein, la containerisation d'un point de vue composant applicatif qui va pouvoir s'exécuter aussi bien sur un cloud que sur la partie navigateur. Et je ferai probablement une vidéo sur le navigateur qui est vraiment un des enjeux importants, hein. Une grosse partie de ce qui se passe sur Internet, ça se passe dans un navigateur, donc je ferai une vidéo sur le sujet. Une maîtrise complète de tout ce qui est API, broking, service, middleware et ainsi de suite. Forcément, tout ça, les langages de sérialisation, JSON, YAML, TOML et ainsi de suite, tout ça, ça doit être maîtrisé parfaitement. Et encore une fois, c'est pertinent parce que ce ne sont plus des dialectes propriétaires, ce sont des dialectes qui deviennent beaucoup plus universels. Donc voilà, venir rajouter ce sac à dos supplémentaire avec la partie dev pour être cet acteur omniprésent, l'acteur de confiance dans l'équipe. Donc c'est super important. Donc j'ai terminé sur ce cycle de vidéo. Juste pour conclure, que vous compreniez pourquoi je mets du Ruby partout, pourquoi moi j'aime le Ruby. Je voulais partager avec vous. Ruby, pour moi, l'avantage que j'y trouve, c'est que c'est une réponse globale. Ça me permet de prototyper très vite. On peut coder une application extrêmement rapidement, y compris sur du web, avec des frameworks comme Rails, Sinatra et ainsi de suite, des petits frameworks ou des frameworks plus structurés. On peut faire l'équivalent de ce qu'on fait en shell. On peut faire énormément de domaines spécifiques language sont faits en Ruby. Par exemple, des alternatives Ansible, Puppet, Chef. Enfin, Puppet, c'est du YAML, mais Chef, ça va être carrément du DSL Ruby pour le faire. On va avoir du DSL Ruby pour énormément de choses parce que c'est un langage qui est un langage naturel. Moi, je préfère le développement pour ce que je vais faire, ce que je vais construire avec le langage, plutôt que de me faire plaisir avec le langage lui-même. Pour moi, le langage, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Et c'est pour ça que j'apprécie Ruby, parce que c'est hautement dynamique et qu'on peut très 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 rapidement produire des choses efficaces. Par contre, dès l'instant qu'on va chercher la performance, on va plutôt essayer d'aller cristalliser sur d'autres langages compilés comme Go, Rust. À l'époque, il y a une initiative qui avait été lancée qui s'appelait Crystal, qui avait pour objectif de faire du code Ruby compilé. C'est toujours existant, hein, et puis on a d'autres initiatives aussi, avec Opal par exemple, pour pouvoir l'utiliser au niveau du navigateur, pour exécuter du code Ruby au niveau du navigateur. C'est en gros un interpréteur en JavaScript, mais peut-être qu'avec le WebAssembly, ce genre de choses va plus être nécessaire. Donc vraiment, regardez le WebAssembly avec attention. Et je vous remercie. J'espère que ce cycle de vidéos, puisque c'est la dernière de ce cycle, vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des feedbacks, de me dire les sujets sur lesquels vous voulez que j'approfondisse. Et typiquement, autour de Kubernetes, j'essaierai d'être plus démonstratif parce on a juste fait un survol. J'essaierai aussi d'aller, hein, comme je vous l'ai dit, je vais pas m'interdire des sujets un peu plus dev, un peu plus dev. Alors, vous vous doutez bien que si je le fais, je vais le faire avec le langage que j'apprécie le plus, mais et ça aura pour objectif de démontrer des principes plus que de montrer des éléments de langage. Encore une fois, pour moi, le langage n'est qu'un moyen. Et du coup, merci à tous et puis on se revoit pour une prochaine vidéo sur Ultra Green.